En Italie, il y a Rome. Et à Rome, il y a l'empereur. Mais il y a aussi des trains qui ont la couleur des Ferrari. Des trains qui vous emmènent dans les paysages sublimes de la Toscane et au cœur de Florence. Mais aussi vers d'étranges montagnes, blanches et découpées en tranches. En Italie, il y a bien sûr des trains pas comme les autres. C'est des compartiments et il y a une porte par compartiment. C'était plus pratique pour monter comme ça. Ici, même les pattes sont pas comme les autres. Alors pour sculpter le même marbre que Michel-Ange, Pour être sûr de tirer dans le mille et pour approcher des prêtres vraiment pas comme les autres. On fait une story? Une story? C'est quoi le bonheur pour toi? le train c'est pas mal. Il y a un endroit sur cette planète où mènent tous les chemins. C'est Rome. Et ils ont bien raison, les chemins. Car pour moi, Rome, c'est une des plus belles villes du monde. Et c'est là que je vais aller prendre mon premier train pour découvrir l'Italie du centre. 28 siècles d'histoire. Où que vous posiez le regard, c'est soit beau, soit intéressant, soit les deux. Avec des endroits mythiques qui font accourir des millions de visiteurs, comme la fontaine de Trévi. La légende raconte que si vous y jetez 3 pièces en lui tournant le dos, les cloches de votre mariage sonneront dans l'année. Rome est née au 8e siècle avant Jésus-Christ et elle fut longtemps le centre du monde. Partout la Rome antique se mêle à la Rome d'autres époques. Cette ville est un spectacle. Et les Romains aussi, souvent, sont un spectacle. En longeant un vieil aqueduc, je suis tombé sur un homme politique en campagne. Un homme politique d'aujourd'hui, en campagne pour la mairie de Rome actuelle, mais habillé en Néron. Imaginez un peu une candidate ou un candidat à la mairie de Paris distribuant des tracts habillés en Jeanne d'Arc ou en Charlemagne. Buongiorno. Bonjour, buongiorno. Bonjour. Vous voulez être maire de Rome? Habillé en Néron. Oui. Mais Néron, enfin je sais pas, je suis pas très bon en histoire romaine, mais Néron, enfin il était pas particulièrement sympathique. Il a brûlé Rome, il a fait tuer sa mère, il a exécuté des chrétiens. C'est ça, c'est votre programme? Oui, moi, il y a plein de choses que j'aimerais brûler. La bureaucratie, par exemple. Je brûlerai tout ce qui ne va pas. Non, mais en réalité, on est très pacifique. On est très calme. On veut résoudre les problèmes dans le respect de la démocratie, avec simplicité et bonté. Vous pensez que vous allez avoir beaucoup de voix? Les gens vous prennent au sérieux? Comme le dit le vieil adage, l'habit ne fait pas le moine. Il faut se dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne sont pas à la hauteur, mais ils vont réussir à convaincre, car ils sont élégants. Ils ont une cravate ou une Rolex. Bon. Bah écoutez, je vous promets que je vais suivre, comme je ne pensais pas, les élections à Rome, parce que Néron, maire de Rome, je veux dire, ça va faire un choc, hein, même dans toute l'Europe. Et on va en parler jusqu'en Amérique. Eh ben, merci beaucoup. Vous verrez, l'année prochaine, pour les municipales de Paris, ce sont les Gaulois qui vont se présenter. Vercingétorix, maire de Paris. Ça promet. On va s'amuser. Bah écoutez, comment je dois saluer Néron? Comment on fait? Comme ça. Comme ça? La main sur le cœur. Ave. Vale. Ave. Quand on dit au revoir, on dit valet. Ah, vale. Valet. Vale.
Tout ça me ferait presque oublier que j'ai un train à prendre. Pas de problème, à Rome on passe de l'Antiquité à la vie moderne en quelques secondes. Me voilà sur le quai, à la gare centrale de Rome, la Roma Termini Stazione. Ah, le voilà. Voilà le train à grande vitesse Italo, tout rouge. Il a de la gueule, celui-là. Alors, il a été construit par Alstom, faut quand même le dire. Et c'est le train Ferrari. Regardez ça, il est magnifique. C'est le train Ferrari, pas parce qu'il va vite, mais parce qu'il a été lancé, l'entreprise Italo, qui est privée, a été lancée, entre autres, par le patron de Ferrari. Il s'est dit, tiens, je vais faire des trains. Et il est toujours le patron de la compagnie, le président. Et c'est des trains qui ont un côté un petit peu chic ici en Italie. Et on discute toujours de est-ce qu'il va plus vite qu'une Ferrari, moins vite qu'une Ferrari. C'est le débat classique ici. On va aller voir. C'est ma première Ferrari. Ici, c'est presque siège baquet pour tout le monde, mais sans les vibrations du bolide. Tout en douceur. Les paysages sont magnifiques dès qu'on sort de Rome. On va aller voir le conducteur de la Ferrari. Toc toc. Posso entrare? Oui, Oui? oui, oui. Je lui parle en italien, je réponds en français, j'adore. Bonjour. Bonjour. Ah, vous parlez français? Un petit peu, oui. Petit peu oui? Oui, oui. Et alors, qu'est-ce que ça fait de conduire une Ferrari? C'est merveilleux. J'adore. Il n'y a pas mieux. Parce que c'était un rêve de gosse. C'est un privilège de pouvoir conduire un train si luxueux. Ah oui, parce que pour un conducteur de train, c'est luxueux ici, j'ai du mal à me rendre compte. Oui. Là, on est vraiment à la pointe de la technologie. Tous les équipements sont très modernes. Le niveau de confort, de design, les conditions de travail, tout est à la pointe. Ah bah dis donc, vous aimez bien votre train, vous? Oui, je l'adore. C'est? Oui. Vous êtes heureux? Oui, beaucoup. Molto. Oui. Bon, alors là, on roule à 250 à peu près. Et si je peux me permettre une petite critique quand même, j'ai l'impression que ça balance un peu plus que dans nos bons vieux TGV français. Non, c'est normal? Oui, c'est parce qu'on est encore sur une ligne traditionnelle. À la base, elle n'avait pas été construite pour ce genre de train. Ah, ok. Mais vous pouvez rouler à 250 sur une ligne traditionnelle? En fait, c'est possible, car ils ont quand même modernisé les lignes. C'est pour ça qu'on peut monter à 250. Et est-ce que ça va plus vite ou moins vite qu'une Ferrari, alors? Moins vite. Mais uniquement parce qu'on a une vitesse maximale à ne pas dépasser. Sinon, on gagnerait la course, c'est sûr. Parce que ça va à combien une Ferrari, en vrai? 350. Ah ouais. Et est-ce que conduire un train Ferrari vous permettra de conduire une voiture Ferrari? J'espère bien. Ah non, c'est pas inscrit dans le contrat. Non, on n'a pas mis ça par écrit. Eh bien, grazie mille. Grazie a voi. Merci à vous. Je descends du train dans la région de San Sepolcro, car je sais que ce jour-là se joue dans la ville un drôle de match. Un match entre différents quartiers. Un affrontement qui se déroule depuis des siècles, et le tout en costume d'époque. Ça en jette, ça a l'air très sérieux, et pourtant ça commence par une bordée d'insultes. Des insultes, mais dites avec élégance et pour rigoler. Vous êtes les champions pour baisser votre pantalon.
prenez pour des super-héros. Mais quand il s'agit de tirer, votre score, c'est toujours 0. Pour trouver une trace de votre dernière victoire, il faut remonter jusqu'aux croisades. Ensuite, on charge les arbalètes et on passe au plat principal, le tournoi. Le quartier vainqueur sera celui qui a les meilleurs arbalétriers. Elle est dedans là ou pas? Il l'a eu? Elle est un peu en bas à gauche. A sinistra. Non è Elle n'est pas dans le mille. centro. Et la cible, elle est à quelle distance là? 36 mètres. Et c'est gros comment là, ce qu'il faut atteindre? È come una... Comme une pièce de 2 euros. Mais c'est super difficile. No, Non, c'est l'art antique de l'arbalète. Et c'est quoi le secret pour réussir? il segreto Le secret, c'est d'avoir une bonne vue, mano la main ferme e tanto et beaucoup de chance. Ce que j'aime bien, c'est le bazar que fait le public, parce qu'en fait, c'est deux quartiers qui s'opposent, un quartier de chaque côté, et ce quartier-là fait du bruit pour déconcentrer celui qui tire. questo è il momento C'est le moment le plus délicat. Sì. che deve essere concentrato. Il faut rester bien concentré. Sempre le due mire Tu dois aligner les 2 mires précisément e dopodiché senza et respirare. sans respirer. Ah, il respire pas? No, Non, si tu respires, tu fais bouger l'arbalète. muovo la balestra. È come un C'est comme un tireur d'élite, mais de l'époque médiévale. medievale. Ah, dis donc, ils sont bons quand même. Hein. C'est des arbalètes de quelle époque? Queste sono Elles datent de l'époque médiévale, di balestre medievali. entre le 14e et le 15e siècle. 400. Mais ça, c'est des armes de guerre? On allait se battre avec ça? Sì, questa Oui, era l'artiglieria c'était un peu comme l'artillerie lourde de l'époque. dell'epoca. Che si tirava Elle servait à se défendre contre les troupes ennemies qui assiégeaient la ville. assediavano la città. Oui, mais alors, quand on tirait sur l'ennemi au milieu d'une bataille, on n'était pas assis, tranquille, sur une chaise, en train de viser. Les conditions n'étaient pas les mêmes, quand même. No, non erano le stesse. Non, bien sûr, Però ogni balestriere mais les arbalétriers avaient chacun un serviteur qui les aidait à charger metteva sul banco, et à manipuler leur arbalète. incoccava la freccia e sparava. L'honneur d'un quartier va se jouer sur cette dernière flèche. La victoire ne tient parfois qu'à 1 millimètre. Même vu de près, la cible est vraiment très très petite. C'est incroyable. Ah, pas terrible. Nous allons procéder à la mesure. Elles sont très proches. Et on mesure au pied à coulisses. C'est laquelle alors? Quelle est la gagnante? Celle-là, là? Le point est accordé à la Fiorentina, qui remporte sa 31e victoire. C'est donc encore le quartier de la Fiorentina qui remporte le titre. Le quartier d'en face a déjà les oreilles qui sifflent. Il sait que l'année prochaine, on lui répétera encore et encore que sa dernière victoire remonte aux croisades. Bravo. Eh ben, j'aime bien cette soirée parce que c'est une tradition, mais en même temps sympa et quand même assez classe, assez classe. Bravo. Le lendemain matin, je reprends le train. Mais cette fois, un petit train régional, tranquille, pour avoir le temps d'apprécier les délicieux paysages de la Toscane. Je sais pas si c'est moi, mais je commence à tout trouver beau dans ce pays.
On ne peut pas vivre sans cette beauté. Impossible pour nous. Regarde, même la campagne a des airs de tableaux de la Renaissance. Mais c'est vrai, c'est magnifique. Et comment ça fait de vivre entouré de beauté comme ça? Les paysages sont beaux, les villes sont belles, l'histoire est incroyable. Est-ce que ça joue sur le mental? Bien sûr, ça nous met de bonne humeur. Ça nous met vraiment de bonne humeur. Le matin, par exemple, quand on va boire un café, on ne se dit pas « bonjour monsieur » ou « bonjour madame », mais plutôt « bonjour ma belle »,« bonjour mon beau ». Tu ne peux pas vivre sans ça. Il faut qu'il y ait de la beauté quelque part. Il faut que... Oui, il faut être entouré de beauté. Bien s'habiller quand on dîne, il faut faire une belle table. Tout doit être beau. Et ce goût de la beauté, ça vient du passé en fait. Nous avons tout inventé. Surtout en Toscane. Michel-Ange, Toscane. Léonard de Vinci, Toscane. Après eux, le monde entier a adopté leur manière de penser. Ils avaient une nouvelle perception des corps humains. La beauté des paysages que nous voyons ici. C'est ça qui se cache derrière la beauté des tableaux de Léonard de Vinci. C'est en Toscane qu'a commencé la Renaissance. Ah oui, donc pour vous, c'est les Italiens qui ont inventé la beauté? Bah oui, absolument. Ah oui. Ils n'ont pas inventé la modestie. Non, nous et la modestie, ça ne va pas ensemble. Parce que les Grecs, c'était pas mal quand même ce qu'ils faisaient aussi. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas la même beauté. La beauté moderne vient vraiment de la Toscane. Sans nous, François Ier n'aurait jamais compris ce qu'était la beauté. J'aime bien, on sent que vous êtes fiers. Hein? Absolument. Bon, bah, merci beaucoup. Et comment je dois vous dire au revoir alors? Ciao bella. Ciao bellissima. Ciao bellissima. Non mais même en France, on pourrait pas dire ça. Au revoir ma belle. Ce serait mal vu. Je dis ça parce qu'ici tout le monde le dit. Même les grands-mères sont bellissima. Ah, okay. Bon, bah ciao bellissima. Ciao bellissima. Dans la série Bellissima et Bellissimo, j'arrive dans le très joli village de Brisighella. Niché au cœur de la Toscane, des petites ruelles romantiques, le léger glouglou des fontaines et surtout une adresse incontournable. Une petite boutique dont on m'a dit qu'elle ne payait pas de mine à l'extérieur, mais que je ne devais pas louper si j'aimais les pâtes. Les bonnes pâtes fraîches italiennes de Béatrice. Bonjour. Bonjour. C'est Béatrice? Oui. Béatrice, l'amoureuse de Dante. L'amoureuse de Dante? Non. Non, c'est pas vous? Non, Béatrice, la reine des pâtes fraîches. Ah bon? Oui. La reine? La reine des pâtes fraîches. Et comment est-ce que vous pouvez me prouver que vous êtes la reine? Eh bien, parce que mon magasin, c'est le royaume des pâtes fraîches. C'est moi qui l'ai fait, donc je suis la reine. Mais enfin, vous êtes bien sûr de vous. Tu sais, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Alors j'ai pas honte de le dire. Ah si? Oui. Ah, d'accord. Donc vous n'avez pas l'ombre d'un doute, vous êtes la reine. Je suis la reine des pâtes fraîches de Brisighella. Seguro. Pour sûr. Segurissimo. J'en mettrai ma main à couper. Bon, bah dis donc, vous prenez des risques parce que imaginez par exemple, je goûte une de vos pâtes et je n'aime pas. Impossible. C'est jamais arrivé. Non? Non. Ça veut dire que depuis 30 ans, il n'y a pas une seule personne, une seule fois, qui n'ait pas aimé vos pâtes. Jamais, jamais. Non. Non. Jamais. Une fois peut-être, quelqu'un m'a dit que j'avais fait la pâte un peu épaisse. Mais la farce, on m'a jamais rien dit. Et celui qui a dit que vous aviez fait la pâte trop épaisse, vous l'avez laissé sortir vivant ou il est dans un frigo? Tu penses bien que non. J'espère bien que non. Dans mon frigo, je mets que mes ingrédients pour les pâtes. Visiblement, dans cette toute petite boutique, il y a une longue histoire. Une longue histoire d'amour avec les pâtes. La cuisine est toute petite elle aussi, elle est juste derrière. Et me voilà dans le temple de la pasta fresca.
Et il y a quelqu'un qui nous observe là depuis derrière votre épaule. Bonjour. C'est ma mère. Si. Buongiorno. Bonjour. C'est ma professeure. Elle m'a tout appris sur la pâte fraîche. À 10 ans, elle cuisinait déjà des pâtes. Ah bon? Ah, donc la vraie reine des pâtes, c'est elle? Bah oui. Mais bon, je préfère dire que c'est moi. Et alors, vous la surveillez tout le temps comme ça, du coin de l'œil, pour voir si elle travaille bien? Comment ça se passe? Il demande si tu me surveilles toujours. Oui. Oui? Oui. Tout le temps? Elle est encore en apprentissage. Ah si? Qu'est-ce qu'elle ne sait pas bien faire encore? Sa feuille de pâte est trop épaisse. Je préfère quand c'est plus subtil. Oui, mais je vends ça au poids. Alors plus il y en a, plus je gagne d'argent. Ah d'accord, ok. Oui, parce que c'est au poids. Ah oui, mais enfin, c'est pas très noble comme intention, ça, non? Je dis que je la fais épaisse pour que ça casse pas, mais c'est faux. C'est juste pour gagner plus. D'abord, on commence par étaler la farce. Oh, ça a l'air bien, ça. On étale bien la farce. Après, tu passes la roulette. Ravioli. Sporca di ripieno. Sporca di ripieno. Di ripieno. Et donc, quelle est la différence avec le ravioli? Les raviolis sont plus gros, plus garnis et préparés un à la fois. On n'utilise pas de roulette. Mais ça se mange. Vous laissez les pâtes dans l'eau comme ça doit continuer à cuire. Oui, plus elles restent dedans, plus elles deviennent savoureuses. T'as jamais mangé de pâtes comme ça? Non. Non. Bah alors. Alors, c'est pas possible. Encore? Encore? Et alors, si jamais je suis le premier à ne pas aimer depuis 30 ans, qu'est-ce que vous allez dire? Impossible. 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 C'est jamais arrivé. Non? Non. Et faites attention parce que je peux être très très direct. Non, pas. J'ai pas peur de ton verdict. Je suis là, j'attends, je m'enfuis pas. Grazie. De rien. Di più? Vous avez peur? Non, pas du tout. Non? Non, je suis sereine. 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 Ancora no? Encore un peu? Non sicuro. T'es pas sûr? Je vais quand même pas attendre que t'aies mangé tout le plat pour avoir ton avis. Je te crois pas. Tu sais pas faire semblant. Vous savez quoi? Sicuro. C'est très bon. Ah, ok. Tutta. C'est délicieux. Ok. Delicioso. Vraiment? Oui. Vraiment, vraiment? Vraiment, vraiment. C'est bien ce que je pensais. Quel honneur. C'est très très bon. Vraiment. Je pensais pas qu'une soupe avec des pâtes comme ça, ce qui paraît quand même un peu lourd, un peu pesant, et ben en fait c'est très fin, c'est très bon. On a envie de tout manger. Non, c'est très bon. Je sais pas décrire. Il y a un petit bouillon de poule très léger, très subtil, un petit fromage qui a un petit goût mais pas trop fort. Tout est délicat. C'est fait à la main. Toute ma cuisine est faite avec amour. C'est vraiment très bon. Vous savez quoi? Je vais m'installer en face là, et pendant un mois, vous allez me faire le repas tous les jours. Ah, pourquoi pas? Bien sûr. Mais il faudra payer. J'ai adoré ce moment avec Béatrice. Pour ses pâtes, mais surtout pour Béatrice. Vous avez peut-être noté que lorsque j'ai rencontré Béatrice au début, elle a parlé de l'autre Béatrice, la muse, l'inspiratrice du poète italien Dante. Dante, en Italie, est littéralement vénéré.
On le considère comme le père de la langue italienne. Il est aussi populaire que La Fontaine en France. Et il a même un train. Le train de Dante. Un train qui suit les traces de l'auteur, qui est né à Florence et mort à Ravenne. Ce train historique ne sort que quelques jours par an et c'est un petit événement. Alors ça c'est des belles voitures, ça. Ça date des années 20, c'est la 3e classe. C'est des compartiments et il y a une porte par compartiment. C'était plus pratique pour monter comme ça. Et ça a circulé jusque dans les années 70 en Italie. Bonjour. Bonjour. Il est beau ce train. Il est très beau ce train. Bellissimo. Bon voyage. Merci. C'est magnifique. Tout est en bois. Les bancs en bois, les accoudoirs en bois. Bon, il y a du métal un peu aussi. Ah, il y a une ambiance, hein. C'est un peu bruyant, un peu bruyant. C'est la 3e classe. C'est l'ambiance que vivaient les étudiants, les vacanciers qui partaient avec leurs valises en carton du nord au sud de l'Italie. Là, on y est. Le train de Dante, c'est le plaisir de rouler dans des voitures mythiques pour les Italiens, de traverser les paysages sublimes de la région de Florence, et bien sûr, de se remémorer ce grand personnage que tous les Italiens connaissent. Alors, moi, je dois bien vous avouer que Dante, on est nombreux à ne pas savoir exactement qui c'est. On sait que c'est un grand poète italien, qu'il a fait beaucoup pour la langue italienne. Après, dans les détails, on ne le connaît pas trop. Alors, c'était qui ce Dante pour les Italiens? Nos écoliers te répondraient « Dante est le père de la langue italienne ». On les a torturés, ces pauvres étudiants, avec la Divine Comédie. Mais il faut dire que c'est un texte absolument révolutionnaire et moderne pour l'époque médiévale. Et alors, en français, il y a le mot dantesque, qui signifie infernal, énorme, impressionnant. Pourquoi c'est devenu le synonyme de l'enfer, Dante? Dante a imaginé un enfer qui sera une inspiration pour tous les artistes qui suivront, comme Giotto, par exemple. Il a imaginé des cercles infernaux, chaque cercle correspondant à un péché et à sa punition. Par exemple, ceux qui péchaient par gourmandise étaient condamnés à chercher et à manger leur nourriture par terre, comme des bêtes. Les traîtres, eux, étaient pendus à l'envers, la tête dans de la glace. D'ailleurs, en Italie, on dit « tu es au frais » pour dire « tu es dans une sale situation ». Il a vraiment posé les bases de la représentation occidentale de l'enfer et de ses punitions. Vous allez finir dans quel enfer de Dante? Quel est votre péché? Je ne sais pas si Dante a prévu un enfer pour ceux qui parlent trop. Auto-ironie, ça c'est typique des Florentins. Au bout du voyage, me voilà à nouveau face à un pur joyau. Florence, une des plus belles cités italiennes, un quart de tout le patrimoine artistique italien se trouve à Florence. C'est le berceau de la Renaissance, le fleuron des Médicis, la terre d'un nombre incalculable d'artistes comme Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange. Et puis, en son centre, il y a le Dôme, célébrissime. Voilà, il est là, le Duomo,
magnifique, qui en fait est une cathédrale. Et puis juste à côté, le campanile, tout aussi étincelant. Ils ont un certain succès, font quand même partie des monuments les plus visités au monde. Et s'ils sont aussi étincelants, c'est parce qu'ils sont recouverts de marbre, du marbre qui vient de Toscane exclusivement. Et pour les parties blanches, celle qui étincelle le plus, c'est le marbre le plus blanc, le plus pur, et encore aujourd'hui le plus recherché au monde, c'est le marbre de Carrare. Le marbre de Carrare, c'était le matériau préféré de Michel-Ange. Il allait lui-même rechercher les meilleurs blocs de marbre dans les carrières de Carrare sur la côte méditerranéenne. Ces carrières fonctionnent depuis l'Empire romain. Elles ont fait la notoriété mondiale de la région. Et je dois vous dire que quand je suis arrivé à Carrare, j'ai eu un choc. Je ne m'attendais pas à ça. Tout à coup, une montagne découpée en tranches depuis des siècles. Et une montagne blanche, d'un blanc lumineux, impeccable, sublime, presque surnaturel. Le spectacle est saisissant, et plus saisissant encore, l'intérieur de la montagne, qui lui aussi est creusé depuis de longues années. C'est incroyable. C'est gigantesque, gigantesque. Tout en marbre. C'est une belle salle de bain, hein, avec une belle hauteur sous plafond. C'est énorme. Tout est énorme. Le bruit, les masses de caillasses qui sont déplacées. C'est très glissant. Je marche dans une espèce de soupe de marbre. On fait rarement de la soupe de marbre. J'ai rendez-vous sous terre avec le propriétaire de la carrière et Diego, un sculpteur de Carrare, venu choisir son bloc de marbre sur le terrain. Ah, je reconnais Diego. Diego. Bonjour. Oh, buongiorno. Genio. Oh, je vous ai raté. Non, pas de souci, c'est moi, je me suis fait mal à la main. Comment ça va? Et c'est incroyable cet endroit, c'est... Je trouve pas le mot. C'est impressionnant, c'est écrasant. On a l'impression d'être dans le marbre. C'est vrai. On est à l'intérieur d'une montagne. On a des kilomètres de marbre autour de nous. 400 mètres sous nos pieds et 400 mètres au-dessus de nos têtes. Que du marbre, tout en marbre. Oui, que du marbre. C'est incroyable. Tout en marbre. Et pour vous, c'est du bon marbre, là? Vous êtes heureux ici? C'est un matériau fantastique pour la sculpture. Pourquoi? Je peux les voir un peu? Je voudrais toucher. Il est compact, sain, et il résiste aux intempéries. Pour les sculptures d'extérieur, ce marbre est parfait. Parce que là, il y a des fissures, là, il est un peu jaune. C'est bien quand même? Ne fais pas attention à ce que tu vois ici. Ça, c'est la montagne. C'est normal que ce soit comme ça. Moi, pour la sculpture que je vais faire, je m'intéresse à cette partie-là. C'est parfait. C'est bien compact. On voit que c'est sain. Le reste, je m'en fiche. Et il y a beaucoup de sculpteurs qui viennent comme ça choisir leur bloc dans la carrière? Oui, il y a beaucoup de sculpteurs qui viennent. Et ils sont un peu embêtants, car ils cherchent toujours le bloc parfait. En fait, il faudrait presque qu'il ait déjà la forme de la sculpture. Il faut des jours et des jours pour découper le marbre. C'est extrêmement lent. Et une fois qu'il est découpé, il faut le déplacer. Et le marbre, c'est lourd comme du marbre. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, les monstres, c'est des monstres, des monstres. C'est dantesque.
Ça pèse combien, ça? Ce bloc pèse au moins 20 tonnes. 20 tonnes? Ça pèse combien au mètre cube, le marbre? Alors, le marbre, c'est 2 tonnes 8 au mètre cube. 1 mètre cube, 2 tonnes 800. Oh, mamma mia. Regarde. Ce matériau est vraiment parfait pour la sculpture. Tu vois, il est peut-être un peu sombre, mais pour ce que je dois faire, il est parfait. Oui, c'est vrai qu'il est un peu gris, le marbre ici. Moi, je l'imaginais plus blanc, comme ce qu'on voit à l'extérieur de la montagne. Il y a plusieurs types de marbre à Carrare. Il y a le blanc, évidemment, et il y a le statuaire, qui est encore plus blanc. Et il y a aussi le gris. Beaucoup d'artistes l'utilisent, car ils ont besoin de quelque chose d'un peu plus sombre. Et c'est ce que je cherche aujourd'hui. Le marbre qui est à l'extérieur est beaucoup plus blanc et plus résistant. C'est le soleil et la pluie qui le rendent comme ça. À l'époque de Michel-Ange, toutes ces machines n'existaient pas. J'imagine les conditions de travail incroyablement difficiles, dangereuses, souvent mortelles, pour les ouvriers de l'époque. Et aussi les efforts surhumains pour déplacer ces blocs sur les pentes des montagnes. Lorsqu'on regarde la finesse d'une sculpture, on pense rarement à cela. Je suis allé jeter un coup d'œil dans l'atelier de Diego. J'adore, moi, c'est ça, c'est réussir à donner une impression de fluidité, voire même de légèreté à du marbre. Et j'ai justement découvert comment on reproduit un drapé, comment on reproduit fidèlement un modèle dans la pierre. Comment ça marche? Comment il fonctionne? Cette machine est un pantographe. Elle permet de reproduire ce modèle dans le marbre à la même échelle. Tu places cette tige sur le point, tu la bloques et tu le reportes sur le marbre. Tu vois cet écart? C'est le marbre qui reste encore à enlever. Au toucher, c'est très doux. C'est presque sensuel, y compris par les formes aussi, évidemment. C'est vrai. Le marbre de Carrare est dur, mais il est très facile à travailler. Et il donne cette impression de légèreté. Ici, c'est une adaptation d'une des plus célèbres statues de Michel-Ange. Ah oui. Donc vous êtes une sorte de Michel-Ange, en fait. Non. En fait, Michel-Ange serait l'artiste qui nous commande la sculpture. Nous serions les artisans du maître. Nous, on sculpte car on sait travailler le marbre. Mais vous voulez dire que Michel-Ange ne sculptait pas lui-même? C'est certain. C'est absolument impossible qu'un homme de son âge, au XVe siècle, et n'ayant aucune connaissance du marbre, puisse réaliser tout seul les sculptures comme la Pietà ou le David. Il embauchait les artisans du coin qui, eux, savaient travailler le marbre. Ah bon, bah alors j'aurais appris quelque chose aujourd'hui, franchement. On l'ignore souvent, mais ce sont des milliers de petites mains d'anonymes qui ont travaillé dans l'ombre, parfois au prix d'immenses efforts, pour le rayonnement des plus grands.
Et si l'Italie est si belle aujourd'hui, elle le doit beaucoup à ses talents discrets qui œuvrent depuis si longtemps dans la région de Carrare. Je reprends le train. Je vais traverser le pays d'est en ouest, d'une mer à l'autre. Il faut franchir les montagnes, traverser une Italie moins courue que celle des plages et des cités mythiques. Mais c'est l'Italie, et donc, c'est toujours très très beau. Vu de loin, certaines de ces petites bourgades perchées sont comme des villages de cartes postales. Mais en y regardant de plus près, on voit en eux une blessure, une profonde cicatrice encore fraîche. On l'a un peu oublié, mais ici en 2016, au cœur de l'Italie centrale, a eu lieu un énorme tremblement de terre. Ressenti jusqu'à Rome, à 200 km de là. Il y eut près de 300 morts. C'est toute une région qui fut dévastée, défigurée, et des années plus tard, les plaies sont toujours là. C'est incroyable. Et tout ça, là, c'est dû à ces montagnes tout autour, qui s'appellent les Apennins. En fait, c'est une chaîne de montagnes assez longue au centre de l'Italie qui fait plus de 1200 km. Et les Apennins, elles ont une mauvaise habitude, c'est qu'elles s'étirent. Les montagnes s'allongent comme ça, un peu comme un gros chat qui s'étire. Et évidemment, quand ça s'étire, ça crée des failles, ça craque. Et voilà le résultat. Ce qui est le plus touchant, je crois, c'est les détails. Là-haut, par exemple, il devait y avoir une salle de bain ou quelque chose. Ou alors juste en bas, le placard qui est resté ouvert avec à l'intérieur encore tous les bols, les plats. C'est toute la vie qui était là et qui s'est arrêtée d'un coup. Et là, il reste que le panneau pizzeria. Elle devait être bien, cette pizzeria, là, sous l'arbre, à l'ombre. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants sont toujours relogés dans du provisoire. Les enfants jouent entre les préfabriqués. Le monde se reconstruit lentement. On m'a conseillé d'aller voir Don David, le curé de la paroisse de Norcia. Norcia qui a été particulièrement touché par le tremblement de terre. Ah, je crois que c'est par ici. Ça, c'était une église, ça. Il y en avait 25 sur la paroisse et les 25 ont été détruites. Ouais, et donc là, ils ont reconstruit une église, toute récente. Ça, c'est les cloches de la cathédrale de la ville, qui ont été réinstallées là un peu comme on peut, parce que à la cathédrale, il n'y en a plus. Pour trouver le presbytère, il faut chercher parmi les préfabriqués. Je ne sais pas où est l'entrée. C'est un prêtre sportif apparemment, et qui fait le ménage. Buongiorno. Bonjour. Ça va? Bene. Tutto bene? Tutto benissimo. Benissimo? Benissimo. Mais disons, vous avez la pêche, hein, parce qu'autour, c'est quand même bien détruit. Oui, c'est vrai qu'on est entouré de maisons en ruine. Mais c'est une bonne opportunité pour redémarrer à zéro et reconstruire une communauté. C'est une façon de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ah, quand vous voyez toutes ces destructions, vous réussissez à avoir un verre à moitié plein.
Il y a toujours une raison de le voir à moitié plein. Déjà, on est toujours là, en vie. On peut se reconstruire. Et on peut encore profiter de cette beauté qui nous entoure au quotidien. C'est vrai. Et ça fait longtemps que vous habitez là, dans ces préfabriqués? Je suis là depuis 3 ans. On m'a installé dans cet Algeco et c'est déjà bien. Je remercie Dieu d'avoir un toit au-dessus de la tête. Et au bout d'un moment, on s'y habitue. Et ça vous ennuie si je jette un œil? Je vous en prie. On est loin du petit presbytère tout mignon collé à l'église avec le petit jardinet parfait. C'est clair que c'est différent. Quand j'ai déménagé, j'ai dû laisser beaucoup de choses derrière moi. J'ai fait le tri. Mais bon, tu revois tes priorités, tu reviens à l'essentiel. Ah oui, vous voyez vraiment toujours le côté positif des choses, vous êtes incroyable. Et alors là, c'est vous avec le pape? Vous l'avez beaucoup rencontré? Oui, j'ai rencontré le pape François à quelques occasions. J'ai aussi rencontré Benoît XVI et Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'était sa dernière audience privée, 3 mois avant sa mort. Ce sont de beaux souvenirs. Ouais. Et alors, lequel est le plus sympa? C'est difficile, hein? J'ai vu quelque chose de beau dans chacun d'entre eux. Je ne peux pas choisir. On peut voir la beauté chez chacun, pape ou pas. Voir de la beauté partout, même au milieu des gravats et des maisons détruites, c'est son truc à Don David. Et chaque jour que Dieu fait, il se démène pour essayer de remonter le moral des habitants de la région. Et par tous les moyens. Y compris YouTube, Instagram, TikTok, tout est bon. Les réseaux sociaux, c'est la prolongation de son église. Et qu'est-ce que vous faites exactement? J'ai pas compris bien le principe. C'est que vous faites des gestes? Je fais des petites vidéos de 15 secondes sur Instagram et sur YouTube. Ça s'appelle « Quand ils te disent que ». Je parle par exemple des préjugés que les gens peuvent avoir sur les prêtres. Je peux voir ce que ça donne? Alors, sois convaincu que c'est pas en regardant le passé que ça ira mieux, mais en vivant le présent. Ah oui, d'accord. Et donc vous parlez jamais, c'est toujours écrit? Non, je ne parle pas. En fait, je me suis rendu compte que ça marchait très très bien comme ça. Les gens regardent, donc je garde cette idée. Et ça va très vite, hein? Ah, il y a un train là, un train. Oui, en gros, ça dit « Les opportunités sont comme des trains, elles ne passent qu'une seule fois dans la vie. Il faut les saisir au vol. Mais tu as expérimenté que les opportunités doivent aussi être recherchées, créées et vécues intensément. Tu vois, je veux dire que les opportunités doivent être saisies, mais parfois, il faut aussi provoquer les choses soi-même. Ah, pas mal, pas mal. Et en plus, c'est super... Enfin, il y a plusieurs étapes, c'est en plusieurs prises, c'est produit, hein? C'est marrant, c'est bien fait. Son dernier projet, interviewer pour sa chaîne YouTube les habitants de son village sinistré avec comme sujet le bonheur. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi? Pour moi, le bonheur, c'est être bien avec ma famille. C'est être avec les autres, pouvoir les aider et avoir toujours une raison de sourire. Bien, bonne réponse, concise. Buongiorno. Et mais c'est très court en fait, c'est court comme ça? Oui, ce sont des vidéos brèves et concises. C'est pour faire réagir les gens. Ça les interpelle.
Je mets en avant des notions universelles comme le bonheur, car c'est un sujet qui unit. Et vous, alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un prêtre branché comme ça? Ça nous aide énormément, surtout depuis le tremblement de terre. J'ai entendu que vous disiez que le bonheur, c'était, entre autres, de trouver le moyen d'avoir le sourire à chaque instant. Comment on fait pour avoir le sourire à chaque instant quand on vit au pied de son village qui est quasi rasé, là, derrière? Comment on fait? Eh bien, justement, ce tremblement de terre était terrible. Mais ici, à Norcia, personne n'est mort. Quelqu'un veille sur nous depuis là-haut. Et ça nous donne la force de sourire face à cette situation. Être là, c'est déjà une bonne occasion pour sourire. Être là, c'est déjà la première occasion pour sourire. C'est pas mal, ça. Pas mal. Oui. C'est le plus important dans la vie. Quand je vois Don David et les habitants de cette région meurtrie parler du bonheur, je me dis que décidément, ici, en Italie, il y a quelque chose en plus. L'envie de rendre la vie plus belle, par tous les moyens, même à son petit niveau, de toujours chercher l'occasion de sourire, d'être fier de ce qu'on est et de son histoire, sans se prendre trop au sérieux. Décidément, les Italiens sont très attachants. Ah, ok.